Donc ce livre, il a survécu à la Seconde Guerre mondiale quand même, hein, et il est imprimé main. On pourrait même peut-être faire quelques-uns, un ASMR, c'est-à-dire en chuchotant, aux endroits différents, aux moments différents. C'est hallucinant. Dans les styles différents, ça peut être psychologique comme celui-ci, ça peut être du roman, ça peut être du thriller. Il y en a essentiellement du brochet, donc c'est des gros formats. Meilleur livre de Steve Berry. Et ça a l'air super sympa. Franchement, quand j'ai lu la 4e, je me suis dit waouh, je vous la lis. Bonjour à toutes et à tous, un nouveau bookhaul. Oui, tout ça j'en ai eu pour 20 €. 20 €, c'est bien. On était passé chez Delicash en fait et c'est là que on a pris tous ces bouquins. Enfin c'est mon chéri qui me les a offerts, donc je vais vous les présenter dans cette vidéo. J'ai cherché désespérément Marie-Bernadette Dupuis, la saga Moulin du Loup, un truc comme ça. J'ai cherché également Diana Gavaldon. J'ai pas trouvé. Il y a tout, mais il n'y avait pas ce que je voulais. Mais c'est pas très grave, j'ai trouvé autre chose qui me plaisait. Et également, il y a quelques livres gratuits qui sont ici, mais je vais nommer cette vidéo comme bookhaul Delicash, puisqu'il y a quand même une grosse partie d'achat ici. Je vais peut-être commencer par ce qu'on a trouvé, parce que c'était à côté de Delicash. Comme je vous dis, ils mettent souvent dehors ceux qui en veulent plus, qui n'arrivent pas à vendre, et donc les gens ils peuvent se servir tout simplement. Donc on s'en est servi. On a pris 4 bouquins, je crois, ou 3, je sais plus. Donc je vais vous montrer. On a pris celui-ci, je l'ai trouvé super beau. Je pense qu'on va le garder, ça date de 1932. Donc ce livre, il a survécu à la Seconde Guerre mondiale quand même, hein, et il est imprimé main. C'est hallucinant de toucher à l'histoire. Et je me suis dit, c'est vraiment trop beau. Et puis, ça sera super sympa si on peut lire ce livre ensemble. Et je me suis aussi dit, même si c'est contraignant pour moi, c'est pas très pratique et pas très agréable d'être figé devant la caméra à vous lire. Mais je pense que je vais essayer de faire un effort et vous lire ces livres anciens en ligne en mettant la caméra dessus. Comme ça, vous allez pouvoir observer ces vieilles pages, suivre la lecture avec moi, parce que je sais que je peux faire des fautes et qu'au moins vous allez avoir un visuel devant vos yeux. Donc ça peut être sympa. Je me suis dit, il faut aussi que le visuel soit là, puisque ce sont des vieux livres, donc c'est très intéressant de les voir, non seulement leurs images, mais aussi leurs textes, leurs pages, toucher en quelque sorte à l'histoire, même avec les yeux. Pourquoi pas. Donc voilà, c'est ce livre-là que je vous présente en premier. C'est le livre de G. Le Nôtre. Je ne sais pas si c'est Gérard, je sais pas qui ça peut être, parce qu'il n'y a pas de prénom de la personne. Donc c'est un livre aux éditions Flammarion, donc c'est une vieille édition. Donc G. Le Nôtre, de la prison à l'échafaud, avec 4 planches hors texte tirées en héliogravure. Par exemple, les planches comme ceci, vous voyez. C'est un vieux beau livre. Donc on pourra le lire, pourquoi pas. Et c'est un livre en plus relié. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il a survécu, puisqu'il était relié. Mais il est bien âgé. Voilà, donc 32, il a quel âge ? Si on enlève 25 moins 32, ça fait 7, non? Il a 97 ans? Non, 1925, 2025, il a 107 ans? Il a 107 ans. C'est énorme, non? 107 ans. J'en reviens pas. Ensuite, donc, le gratuit, c'était William Irish, Divorce à l'américaine. Je ne sais pas si on dit comme ça, je sais pas comment on prononce exactement, mais celui-ci, on pourrait lire également, mais pas devant la caméra, mais je pourrais m'éloigner un petit peu et vous bouquiner ce livre-là. Je vous donne la description. C'est une vieille édition Club des Masques. De quelle année? 1980. Il a 40 ans celui-là, pas très jeune non plus. Dans Divorce à l'américaine, William Irish bouleverse le quotidien de chacun de ses personnages pour les plonger par des intrigues particulièrement ingénieuses dans des situations tragiques. Le talent prestigieux de ce maître du suspense fait de ces 6 nouvelles des récits fascinants. Voilà, donc ça peut être intéressant. Ensuite, dans les gratuits, c'est celui-ci. Ça sera plutôt intéressant pour les enfants, mais même si les adultes ils aiment écouter les contes, on pourrait même peut-être faire quelques-uns, un ASMR, c'est-à-dire en chuchotant, parce que j'ai vu que Zozo, la tornade a eu du succès, parce que c'était un ASMR, je vous le lisais sous la bougie, la nuit, je m'endormais même en chuchotant, c'était super sympa, et pourquoi pas en faire comme ça une deuxième expérience de ce type. Donc c'est un livre de I.B. Singer, Zlaté, la chèvre et autres contes, donc ça peut être intéressant pour les enfants, et comme je vous dis, pour les adultes aussi, c'est aux éditions, donc c'est
livre de poche collection jeunesse. Et là, on va retrouver pareil, quelques images aussi dans ce livre. Et celui-ci, il n'est pas tout jeune non plus. Il date de quand? 1979. Il a 41 ans. Non, il a 43 ans. 43 ans. Est-ce que j'ai ici un sommaire pour vous dire quels contes sont dedans? Si. Alors, on a la table des illustrations, mais je pense que c'est aussi le nom des contes. Donc, les imbéciles de Schelm, l'hiver avait été doux. Pourquoi sommes-nous dehors par une telle tempête? Zlaté et Aaron, Axa et Hatzel, les anges tournaient autour de lui, le serviteur lui banda les yeux, il tira la langue et sa taille doubla, la neige recouvrit Schelm d'une nappe étincelante, chacun soutint un pied de table. Non, ça doit être vraiment des illustrations, je pense pas que ça soit... Ah, voilà, pardon. On a la table ici de, justement, de contes. Donc, Zlaté la chèvre. Une histoire de paradis, l'histoire de grand-mère, la neige à Schelm, les pieds emmêlés et le prétendant niais, le premier Schlomiel, la ruse du démon. Et c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal. Voilà, donc pourquoi pas à découvrir. Ensuite, ça, ce sont deux livres qu'on avait trouvés aux encombrants, aux endroits différents, aux moments différents. C'est hallucinant. Ce qui s'est passé, c'est que on avait trouvé ce livre-là qui est tout neuf, Louisiane, de Maurice Denuzière. Je ne sais pas si je vous en ai pas parlé, donc je vais peut-être pas vous lire la 4e, parce que ça va être trop long. Mais il me semble ici qu'on parle de la... C'est pas la guerre de sécession, je ne sais plus. En tout cas, on parle ici des immigrants, des esclaves, des aristocrates d'origine française, des dizaines de personnages différents, voilà. Donc, on va découvrir ici. Et je me suis dit, bah zut, pourquoi encore le 2 ? On n'a pas le 1. Et puis, on retrouve le 1. Celui-ci est complètement neuf, ce livre-là. C'est aussi livre de poche. Les deux sont livre de poche, sauf que celui-ci, il date de l'année 85. Et celui-ci, il est beaucoup plus récent, je pense. 2000, donc 15 ans plus tard. Donc, Louisiane 1. Au final. Et en fait, c'est une saga qui a, je crois, 4 ou 6 tomes. Je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai déjà les 2 premiers et ça, c'est déjà pas mal. Donc, je vais les bouquiner et puis on verra si je vais avoir envie de continuer ou pas. Parce que, à vrai vous dire, j'ai tellement de sagas à lire. Donc, il faut voir si je vais m'en acheter d'autres. Ou, qui sait, peut-être on en trouvera d'autres. Surtout, il faut pas que j'oublie. Ils s'appellent pas du tout pareil. Je crois que il y a Bagatelle, il y a, je sais pas, Le Monde. Ah non, c'était le... En fait, c'est Maurice Denuzière, c'est un journaliste dans Le Monde à la base, pour Le Monde. Donc, je vais voir ce que je sais plus. Il y avait un truc avec les rivières, je crois, ou les deux rives, un truc comme ça. Enfin bon. Donc les noms, ils ne sont pas du tout pareils. C'est pas Louisiane 3, 4, mais apparemment il y a aussi un film qui était sorti. Donc je vais voir déjà si j'aime bien ces 2 premiers tomes. Je vais regarder si je trouve un film et si je vais l'apprécier. Pourquoi pas découvrir. Si j'apprécie, bah, j'en trouverai les autres tomes pour faire suite de cette saga. Pour les suivants, je vais vous lire 4e de couverture. Il y a des livres qui sont complètement différents, dans les styles différents. Ça peut être psychologique comme celui-ci, ça peut être du roman, ça peut être du thriller. Il y en a essentiellement du brochet, donc c'est des gros formats. Mais il y en a quelques petits, comme celui-là. Par exemple, un programme en 21 jours pour profiter de la vie. J'arrête d'être débordée. Donc je me suis dit, ça c'est tout à fait moi. Celui-ci, j'ai payé 2,99 €. Bon, après, ça va être... je peux vous donner les prix, mais ça va pas être juste dans le sens où, il me semble que vous avez 2 achetés un gratuit, ou 5 achetés un gratuit, je sais plus. Enfin bon, c'est toujours par lot. J'avais pas compté, je vous avoue, et c'est pas les plus chers qui vont être gratuits, donc ça va être les plus petits prix. Mais c'est pas très grave, de toute façon, j'avais envie de le prendre. Donc, c'est un livre collection dirigée par Anne Guesquière, de Barbara Meyer et Isabelle Neveu. Voilà, 21 jours pour changer, aux éditions Erol. Erol. À la base, il coûte 11,90 €, donc je l'ai eu à 2,99 €. Il est en très bon état. J'ai vu qu'il n'a aucune marque. En fait, ce livre, il se présente comme ceci, vous voyez, sous une sorte de journal. Journal un peu psychologique, traitant justement les problèmes de surdébordement, de ce surménage que l'on peut vivre au quotidien. C'est horrible, j'ai toujours ma jambe cassée, je ne sais pas où la mettre. Barbara Meyer et Isabelle Neveu ont concocté un programme sur mesure en 21 jours pour réussir enfin à concilier nos multiples vies. Elles se fondent sur leur expérience de super maman et leur vision de coach pour partager tous leurs bons plans et nous permettre de mener de front vie personnelle, sociale et professionnelle sans rien sacrifier de nos envies
ait besoin. Donc ici, vous allez retrouver 3 semaines pour 21 jours de changement à tous les niveaux, émotions, comportements, pensées, sensations, des tests pour faire le point, des exercices pour aller à l'essentiel, des anti-sèches pour progresser en douceur, le rituel de mademoiselle pour changer vraiment. Voici le cocktail vitaminé et 100% garanti à prescrire de toute urgence aux mamans surbookées. Bon, je suis pas une maman, mais je suis quand même surbookée, on va dire. Et ici, on a une petite biographie concernant Barbara Meyer et Isabelle Neveu. Donc, Barbara Meyer, c'est une consultante en communication et coach sportif, spécialiste de coaching au féminin et de la préparation mentale. Elle allie ces 2 métiers avec énergie pour enseigner et transmettre sa passion des challenges. Elle est maman de 3 enfants, dont des jumelles. Isabelle Neveu est consultante en gestion de carrière. Elle collabore en particulier avec le cabinet 5A Conseil, spécialiste de la gestion de carrière au féminin, où elle accompagne des femmes en quête de changement dans leur vie. Elle est maman de 3 enfants également. Voilà, donc elles sont très actives sur les réseaux sociaux. Ils ont leur blog qui s'appelle j'arrête d'être débordée.com et la page Facebook associée. Voilà, comme ça vous avez toutes les informations si jamais vous êtes intéressé. Ensuite, je prends les livres comme ils viennent, hein. Voilà, comme ça a été rangé. C'est mon chéri qui les a pris, qui les a payés, qui les a rangés, vraiment adorable de sa part. Ici on a Steph Berry, je l'appelle toujours Steve Berry, j'en suis navrée parce qu'à chaque fois je ne sais pas pourquoi, pour moi c'était logique qu'il y avait 2 E sur son prénom, mais non il y en a qu'un, donc c'est Steph Berry. 1,99 €, le mystère de Napoléon. Non, le mystère Napoléon. Et on en a vu ici d'Arlan Coben qui dit le meilleur livre de Steve Berry. Écoutez, j'en ai pas mal de ces bouquins et il est temps que je commence à les lire, hein, franchement. Malgré que ça soit broché, il est assez léger et ça c'est plaisant parce que c'est ça qui m'embête dans les brochets. Avant j'adorais les brochets, plus trop maintenant parce que ça devient beaucoup trop lourd pour les mains, pour les poignets. Voilà comment ça se présente, c'est assez sympa comment c'est écrit. Donc ici c'est aux éditions Cherche Midi. Nous sommes ici à peine à plus de 105 pages. Je vous lis la 4e. Après la prophétie Charlemagne, la nouvelle aventure de Cotton Malone à Paris sur les traces du trésor perdu de Napoléon. Lors de sa mort en 1821 à Sainte-Hélène, Napoléon emporta bien des secrets dans sa tombe. Durant ces années de conquête, il avait en effet eu accès à de nombreuses richesses, mais aussi à des archives occultes, en particulier celles du Vatican et des chevaliers de Malte. C'est à la quête dans des secrets de l'empereur, peut-être le mieux gardé, que se lance cette fois Cotton Malone. Pour quelle raison Napoléon a-t-il peu de temps avant sa mort demandé à son fidèle serviteur Saint-Denis de remettre à son fils un ouvrage consacré au royaume mérovingien? Quels sont les secrets que renferme ce livre? Et qu'en est-il de ces mystérieux documents que se sont disputés dans l'ombre l'empereur et son ancien complice, devenu son ennemi juré, le comte Pozzo di Borgo? Du Paris historique à la tour Santa Maria au Cap Corse, en passant par un mystérieux château de la Loire, Steph Berry nous propose encore une fois un fabuleux voyage en compagnie de Cotton Malone, plein de mystères, d'énigmes et de retournements. C'est ce que j'aime. Et donc on a un avis ici de The New York Times. Avec ce thriller vif et saisissant, Steph Berry porte le genre à sa perfection. Traduit de l'anglais États-Unis par Daniel Mazingard. Top! Ensuite, mais oui, bien sûr, ici Marie-Antoinette. 99 centimes. On l'a fermé les yeux. On va enlever cette étiquette. D'ailleurs, je vais essayer de retirer au fur et à mesure les étiquettes afin que les livres soient pas abîmés. Le moins possible. Pour l'instant, ça se retire bien et ça, c'est pas mal. Evelyne Levé, Marie-Antoinette, journal d'une reine, aux éditions Robert Laffont. J'adore Marie-Antoinette. Si vous n'avez pas encore compris que j'aime Marie-Antoinette. Par contre, on a plein de bazar dedans. Il faut que j'enlève tout ça. Il y en avait d'autres livres, je crois qu'il y avait plein de choses dedans. Ça, je comprends pas pourquoi ils enlèvent pas tout ce bordel. Bref, c'est pas grave. Mais personne ne laisse de billets dedans. Hein. Ici, nous avons 320... On n'est pas loin, voilà, 332 pages. C'est un livre qui est écrit dans le style de journal, mais plutôt annuel, j'ai envie de vous dire. Ah non, mensuel. Parce qu'on a ici les dates. Oui, on a ici les dates et l'année à chaque fois, tout au début de la page. Donc,
Je voulais la 4e, ça m'a... Je ne pourrai jamais m'endormir après la journée que je viens de vivre. Me voici enfin auprès du roi et monsieur le dauphin qui sera mon mari après-demain. Comme mon cœur me battait lorsque mon carrosse s'est arrêté dans une clairière. Sans me soucier de l'étiquette, j'ai couru aussi vite que j'ai pu vers sa majesté qui m'attendait, entourée d'une suite brillante. Je crois que j'ai assez bien réussi ma révérence. Le roi m'a relevé et m'a regardé en souriant. Il est encore très beau et je suis sûre de lui plaire. Mais quelle déception lorsqu'il m'a présenté son petit-fils. C'est un grand garçon embarrassé, au visage ingrat. Il a posé sur ma joue un léger baiser, ne m'a rien dit. Il n'a pas même osé me regarder pendant le voyage qui nous menait au château de Compiègne. Ça, c'est un extrait de son journal. Frivole et sentimentale, animée d'un irrésistible désir de plaire et d'être aimée, indépendante, vive, passionnée, Marie-Antoinette se raconte au fil des jours, avec une spontanéité parfois désarmante. Elle confie à son journal ses joies, ses déceptions, sa recherche effrénée des plaisirs, son amour secret pour le comte Fersen. D'ailleurs, j'ai cette lettre dans un livre avec le comte Fersen. Mais aussi les rivalités de cour et les intrigues politiques. On suit pas à pas sa destinée singulière et tragique depuis son arrivée à Versailles à l'âge de 15 ans jusqu'à l'effondrement de la monarchie en 1792. Avec ce journal imaginaire de Marie-Antoinette, Evelyne Levé nous donne la plus vivante des leçons d'histoire. Ça a l'air sympa. Et donc un petit peu d'Evelyne Levé, chercheur au CNRS, spécialiste de l'Ancien Régime et de la Révolution. Elle a notamment publié Louis XVI aux éditions Fayard en 85, Louis XVIII, pareil Fayard 88, ouvrage couronné par l'Académie française, Marie-Antoinette aux éditions Fayard en 91, Philippe Égalité en 96, Madame de Pompadour en 2000, prix de nouveau Cercle de l'Union. Écoutez, elle publie essentiellement sur les rois et les hommes politiques, si je comprends bien. Ensuite, on est encore un petit peu dans l'histoire. Celui-ci, il a coûté 1,99 €. J'enlève tout de suite l'étiquette. Ça, c'est Glenn Cooper. J'ai aussi quelques de ses livres. J'ai encore lu aucun. Le Testament des Templiers. En fait, je vous explique aujourd'hui, c'était pas du tout prévu d'aller faire des emplettes. C'est tout simplement, on est allé pour mon chéri pour faire un contrôle technique pour sa voiture et du coup, Easy Cash, il était juste à côté. Pas Easy Cash, Dilly Cash, il était juste à côté. Et vu qu'on attendait, j'ai décidé de faire un tour. Et comme je ne peux pas sortir les mains vides, voilà, je suis sortie avec plein de bouquins. Donc Glenn Cooper, le livre en super bon état, 1,99 €, je crois que je vous ai dit, c'est ça. Nous sommes ici à 422 pages. Et ça a l'air super sympa. L'auteur du livre des morts nous entraîne dans une abbaye cistercienne du Périgord, à la recherche du secret perdu des Templiers. 1129, lors du concile de Troyes, Bernard de Clairvaux, directeur de conscience des cisterciens, use de tout son pouvoir pour faire reconnaître l'ordre des Templiers par l'Église, avant de militer activement pour la tenue de la deuxième croisade en Terce. 2010, Ruac, dans la région de Sarlat, par le plus grand des hasards, un étrange manuscrit médiéval est retrouvé dissimulé dans les murs d'une abbaye cistercienne. C'est la confession d'un moine, le frère Bartholomieu, daté de 1307, année où, sur ordre de Philippe le Bel, les Templiers furent arrêtés et emprisonnés. Hugo Pinot, restaurateur de livres anciens, et Luc Simard, archéologue, travaillent activement sur les messages codés contenus dans le texte. Bien vite, leurs recherches les conduisent dans un immense dédale de passages souterrains situés sous le village. C'est au cœur de ce labyrinthe, dans une caverne cachée, qu'ils vont tenter de percer les énigmes de Bartholomieu et peut-être le secret des Templiers. Mais ils ne se doutent pas qu'ils sont ainsi entrés dans un jeu qui va vite se révéler mortel. C'est vraiment super sympa. Donc après le livre des morts et le livre des âmes, vendu à plusieurs millions d'exemplaires et best-seller dans de nombreux pays européens, Glenn Cooper nous offre un thriller archéologique et religieux passionnant, idéal pour les amateurs de suspense et les passionnés d'histoire. Traduit de l'anglais États-Unis par Daniel Meisengarb. Ah c'est la même qui avait traduit le... comment il s'appelle déjà ? Steph Berry. C'est la même traductrice. À découvrir. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore d'historique ici? Ah oui, il y a encore pas mal de choses. Vraiment, j'étais partie sur l'histoire cette fois. 2,99 €. Je suis désolée si la caméra bouge des fois, c'est mon pied dans le plâtre.
Je sais pas trop où le mettre, comment le mettre. 2,99 €, j'enlève parce que ça abîme le bouquin, dis donc. Paul Document, c'est ça l'édition? Je connais pas du tout. Édition. Nous sommes ici à 359 pages. C'est vraiment écrit comme un document en fait. Fiona McLaren, le dernier Léonard de Vinci. L'enquête sur le tableau qui bouleverse l'histoire de la chrétienté. Franchement, quand j'ai lu la 4e, je me suis dit waouh, je vous la lis. Imaginez un tableau ancien représentant une vierge à l'enfant, d'une beauté sereine et envoûtante. Il est dans votre famille depuis tant d'années qu'il semble n'avoir plus rien à vous apprendre. Pourtant, le désir d'en percer les mystères devient de plus en plus pressant. Vous appelez des experts. Aussitôt, ils s'émeuvent. Et si ce tableau dont on a fait cadeau à votre père était l'œuvre d'un élève de Léonard, voire du grand maître lui-même? Vous vous mettez à chercher, à échanger avec des universitaires et des institutions du monde entier. Les résultats de votre enquête sont rien moins qu'ahurissants. Que faire si ce tableau témoignait de l'une des plus grandes hérésies de notre temps? Ici est révélée une incroyable aventure que l'Église romaine catholique avait tenu à garder secrète par tous les moyens depuis des siècles. Le dernier Léonard de Vinci par Fiona McLaren est l'une des enquêtes les plus sensationnelles de l'histoire de l'art. C'est aussi le récit du courage et de la ténacité d'une femme qui, dans sa recherche de la vérité, a défié l'établissement de l'art, l'histoire officielle et l'église. Je ne sais pas si c'est marqué l'établissement, mais je pense qu'on lit quand même l'établissement. Je vous avoue, je suis là, je sais pas. Un petit peu de Fiona McLaren a été infirmière avant de se lancer dans la publicité et le marketing dans le milieu des années 80 et s'est engagée dans la défense pour l'environnement qui lui a inspiré son goût pour l'investigation, l'écriture et le reportage. Elle s'est installée dans le sud de la France au début des années 90 où elle a poursuivi son travail de reporter pour la télévision. Tous les gains générés par la vente du tableau iront à la création de la Fondation pour la paix. Caterina, nommée d'après la mère de Léonard, à peine âgée de 16 ans, lorsqu'elle mit au monde son fils. Cette fondation sera destinée à soutenir et à guider les enfants placés. Voilà, écoutez, c'est à découvrir aussi, c'est très intéressant. J'espère que vous faites des pauses parce que la vidéo, elle est longue. Hein. Il m'en reste encore quelques livres à vous présenter. Donc ici, on a un livre qui coûtait seulement 99 centimes. D'habitude, c'est dans ces prix-là que j'achète les bouquins, mais là, cette fois-ci, c'était des plus chers. Mireille Calmel, La Reine de Lumière, Elora Roman. Il y a une étoile, donc je pense que c'est une saga. La Reine de Lumière, ça doit être le premier volet, c'est ça, tome 1, XO édition. Et ce qui m'a interpellée, c'est ça. Je crois qu'elle s'appelait Miss Godiva. Je vous mettrai ici le lien dans le petit i. C'est les femmes extraordinaires. On avait un petit, comment on appelle ça, un petit calendrier vous savez qu'on arrache les pages. Je sais plus comment, il y a un nom à ça. Et du coup, j'ai gardé ces biographies des femmes extraordinaires que je vais d'ailleurs continuer parce que j'ai pensé le faire, mais j'ai complètement zappé, donc il faut que je les retrouve et que je fasse. Ce sont des courtes vidéos que je faisais et je continuerai de les faire. Et donc c'est l'une des premières vidéos, Miss Godiva, où on avait cette histoire. Je vais pas vous la raconter, mais elle est assez intéressante. Je vous laisse ici dans le petit i si vous êtes intéressé. Je sais pas si c'est là ou c'est là. Je crois que c'est là plutôt. Si vous êtes intéressé, allez écouter un petit peu. C'est une vidéo qui va durer max 5 minutes, pas plus, je pense. Avec des images et tout ça, c'est une histoire très intéressante. Et donc, c'est elle qui est représentée normalement ici. Et il y a toute une histoire pourquoi elle est toute nue sur un cheval. Donc, et à la base, je cherchais Le Chant des sorcières parce que je crois que j'ai le tome 3, 4, 5. Je sais plus combien il y en a. Je n'ai pas le 1. Et je l'ai pas trouvé celui-là. Donc c'est dommage, c'est pas grave, j'en trouverai. 361 pages. En même temps, je cherche pas vraiment. On cherchait parce qu'on était là-bas, mais sinon, je vais pas aller acheter exprès. Pour l'instant, j'ai de quoi lire. Donc, une fois que j'aurai plus rien à lire ou que j'aurai vraiment envie de lire que ça, je trouverai de toute façon les premiers tomes, les derniers tomes, etc. Parce que souvent, je me retrouve à chaque fois au milieu avec les tomes des sagas. Donc, je vous lis la 4e. 1494, dans une sombre forêt du Vercors, la jeune Elora, fille adoptive de la baronne Hélène de Sassenage, découvre un cadavre décharné. Au lieu de s'enfuir terrorisée, Elora fouille sans sourciller le gilet de l'homme à terre pour récupérer le précieux message qu'il était venu porter.
car Elora n'est pas une enfant comme les autres. Descendante de Mélusine, elle détient les savoirs et les pouvoirs d'une femme. En cet instant, Hélène de Sassenage est loin d'imaginer l'impact qu'aura ce meurtre sur sa destinée. Mais Elora, elle, le sait déjà. Leur chemin tourmenté va les entraîner toutes deux jusqu'à Rome. Le temps du bonheur ne reviendra qu'après vient du sang et des larmes. C'est intéressant. Des souterrains obscurs du Dauphiné aux dorures d'un Vatican, sous l'emprise de la famille Borgia, une lutte à mort entre le bien et le mal emporte les personnages dans son tourbillon. Qu'ils soient brigands, duchesses, vagabonds, papes ou sorcières, tous connaîtront la passion, le drame et l'amour avant de parvenir enfin à la résolution des mystères. Voilà, mais en plus ça fait presque la suite de Chants de sorcières. Enfin, c'est pas vraiment la suite, mais ça a été publié après. Dans la lignée du formidable Chant des sorcières vendu à près de 120 000 exemplaires, cette nouvelle série en 2 tomes enchantera les lecteurs de Mireille Calmel, dont les romans aux héroïnes entières, fières et courageuses connaissent un immense succès. Rappelons le lit d'Aliénor, le bal des Louves et Lady Pirate, vendu à 2 millions d'exemplaires et traduit dans plus de 10 pays. Génial, franchement, ça fait rêver ces bouquins. Je sais pas, j'ai envie de les découvrir. Donc voilà, plutôt pas mal. Donc il y a 2 tomes en fait. Ensuite, on va passer à quelque chose d'un peu plus récent, même beaucoup plus récent. Un petit peu plus récent, peut-être, ça va être ça. 99 centimes, le livre est neuf. Il est en parfait état. Vraiment super ce livre. Diana Gabaldon. C'est celle que j'ai cherchée, par contre, il est extrêmement lourd, mon Dieu. Donc, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, mais j'ai trouvé quand même Diana Gabaldon. 751 pages, par contre, c'est dense. Hein. Oh là là, c'est dense. Le temps des rêves, c'est un roman. Après la Croix de Feu, où l'on retrouvait Claire et son mari Jamie, en Caroline du Nord, alors que la guerre d'indépendance américaine était sur le point d'éclater, cet ultime tome de la grande saga de Diana Gabaldon, Le Cercle de Pierre, permet d'en découvrir les derniers et nombreux rebondissements. L'ignoble Bonnet court toujours. Le colonel Frazé s'engage dans la bataille d'Alamance, qui va se révéler décisive. Brianna tremble. Roger, son époux chéri, et l'automne de 1771 à Fraser's Ridge, va obliger Claire à déployer toutes les ressources de sa science du XXe siècle pour tenter de sauver ceux qu'elle aime. La flamboyante conclusion d'une des sagas historiques les plus accomplies de ces dernières décennies. Donc du coup, c'est une saga, et je suppose que c'est l'un des derniers volets. Donc titulaire d'une maîtrise en biologie marine et d'un doctorat en écologie, Diana Gabaldon a enseigné 12 ans à l'université avant de se consacrer à plein temps à l'écriture. Alors qu'elle n'avait publié auparavant que des ouvrages de recherche, après Le Chardon et Le Tartan, c'est ça que je cherchais, Le Talisman, Le Voyage, Les Tambours de l'automne et La Croix de Feu, qui ont connu un succès triomphal tant auprès des lecteurs que de la critique aux États-Unis comme à l'étranger. Le Temps des rêves complète la série du Cercle de Pierre et entraîne le lecteur au terme des aventures de Claire et Jamie Fraser et de leur fille Brianna à l'aube de l'indépendance américaine. C'est assez intéressant également. Bon, ensuite on va passer à quelque chose d'un peu plus récent, mais avant ça, il faut que j'essaie de trouver une place pour ma jambe. Oh, j'ai trop mal. Bon bah, je suis désolée, je vais rester comme ça. Voilà. Vous voyez pas en même temps. Ensuite, donc, des choses un peu plus récentes et après beaucoup plus récentes. 99 centimes. On va partir sur la Seconde Guerre mondiale. C'est un livre de Eva Schloss, Evelyn Julia Kent. Je ne sais pas si elle porte 2 prénoms ou c'est 2 noms. C'est l'histoire d'Eva, les mémoires de la demi-sœur d'Anne Frank. Intéressant, hein? Je pense que c'est France Miniature. C'est ça, France Miniature. C'est France Loisirs, c'est ça. Ça s'enlève pas? Donc ça, c'est une jaquette. Et le livre, il est tout neutre en dessous. Pareil, le livre est neuf. Ah, ça sent super bon, ça sent neuf. Donc je vais vous montrer, il y a quelques illustrations, d'après ce que je vois. Des photos. Nous sommes ici à 287 pages. Il est très agréable ce livre à tenir. Mai 1944, le jour de ses 15 ans, Eva Schloss, une camarade d'Anne Frank, jeune juive réfugiée aux Pays-Bas, comme elle, est découverte par les nazis dans sa cachette d'Amsterdam. Elle est envoyée à Auschwitz avec toute sa famille. Eva et sa mère réchapperont
de l'enfer. Son père et son frère n'en reviendront pas. Après la guerre, la mère d'Eva épouse Otto Frank, le père d'Anne Frank. Ah mais en plus j'ai vu un truc, je l'ai pas pris, qui a perdu sa femme et ses 2 filles dans l'horreur des camps. Eva Schloss et Anne Frank, 2 destins singulièrement parallèles pour ces 2 adolescentes. À ceci près qu'Eva a survécu à une tragédie dont elle peut aujourd'hui témoigner. De sa rencontre avec le docteur Joseph Mengele, qui faillit la choisir pour ses expériences sadiques, à la découverte par Otto Frank du journal de sa fille. Ce récit déchirant retrace le combat inlassable d'une femme contre la folie des hommes et du génocide, traduit de l'anglais par Edith Hawke. Mais j'avais vu ce Otto Frank. Ah, je regrette maintenant que j'ai pas pris l'autre livre aussi. Ça va être super intéressant, je pense. Donc ici, on a encore Eva Schloss, née en 1929 et vit en Angleterre. Elle consacre sa vie à raconter son expérience devant des milliers d'enfants du monde entier et à lutter contre les discriminations. Et on a ici un petit extrait de la préface. Pourquoi avais-je été épargné et pas des millions d'autres, parmi lesquels mon frère et mon père? Le monde était-il devenu meilleur du fait qu'il avait vécu l'extermination massive d'un peuple? N'était-il pas nécessaire de dire et de répéter cette histoire inlassablement et de la considérer sous tous ses angles? Combien de temps restait-il à la poignée de survivants avant que tombe dans l'oubli leurs souvenirs inconcevables que seuls peuvent faire revivre? De même que les autres rescapés, n'avais-je pas le devoir, envers les millions de victimes, d'essayer au moins de faire qu'elles ne soient pas mortes en vain? C'est très triste, c'est très touchant, mais je savais dans quoi je mettais les pieds, donc je l'ai pris quand même. Ensuite, un autre livre dans le même style, donc 6,99 €, c'est cela qui était vraiment très cher, par rapport à d'habitude, hein, sinon c'est pas cher par rapport à un livre, hein, parce que ce livre-là, je crois qu'il coûte dans les 12 €, je ne sais plus. 19. C'est aux éditions HarperCollins. Pendant la guerre, j'étais agent de liaison de mon père. Un livre de Joanna Cincinnatis et Olivier Montaigu, Josette Teurin. J'avais 12 ans et j'étais résistante. Allô? Bon, désolé, on a été interrompu, je reviens. Je sais plus où je me suis arrêtée. Donc je vais vous lire la 4e de couverture, HarperCollins, ici... HarperCollins plutôt, oui. 231 pages. On a ici également des photos. La couverture est très belle. Je vous lis la 4e. Un papier s'embrase, puis un autre. Tant pis pour les souvenirs. Dans ce quartier de Perpignan, sur la terrasse en pierre d'un petit pavillon, une jeune fille met le feu aux pièces à conviction. Elle recule d'un pas pour ne pas se brûler. À ses pieds, 2 années de résistance partent en fumée. Josette, 10 ans, vit paisiblement en Bretagne lorsque les nazis entrent dans Saint-Malo. Son père, parti au front, finit par gagner la zone libre. La famille traverse la France pour le rejoindre près de Perpignan. Le quotidien est difficile, mais les torrents restent soudés. Pourtant, mystérieusement, le père de Josette s'absente de plus en plus longtemps et s'enferme souvent dans une pièce vide de la maison. À l'aube de ses 12 ans, Josette découvre les résistants et qu'il a besoin d'elle. Elle commence alors une double vie. Derrière l'apparence d'une collégienne espiègle se cache l'une des plus jeunes résistantes de France. Qui pourrait soupçonner une adolescente à l'air innocent? En 1944, son père est arrêté et déporté. Le récit captivant et émouvant d'une jeune fille que rien ne prédestinait a joué un rôle déterminant dans les pages les plus sombres de l'histoire. Il y a donc un petit peu des auteurs, Olivier Montaigu est journaliste radio, rédacteur en chef adjoint de la première radio d'information positive en France, RZN. Joanna Cincinnatis est autrice et journaliste indépendante. Elle travaille principalement pour des studios de podcasts et journaux de presse écrite. C'est dans le cadre du tournage d'un documentaire audio sur les femmes pionnières du Sud-Ouest. Olivier et Joanna ont rencontré Josette et ont noué avec elle des liens forts. Et ben voilà, écoutez, ça a l'air très très intéressant. On va lire ça aussi. Enfin, je vais lire et vous raconter. Ensuite, des livres beaucoup plus récents, dont celui-ci qui sort un petit peu de tout ce contexte qu'on avait vu. 99 centimes pour celui-ci. Pour coup, c'est un petit livre de poche. Christine Arnauty, une affaire d'héritage. Ça avait l'air super sympa. J'ai lu la 4e, je me suis dit, ça peut être sympa ça. On n'est pas loin de 105 pages ici. Je vous lis la 4e, il nous en reste plus que 2. Donc, un astrophysicien est abattu lors d'une réunion avec ses amis de jadis dans une taverne de Vienne. Aussitôt, le destin de toute sa famille bascule. Ceux qui ont tué Samuel cherchent son secret en poursuivant ses proches. Son fils David apprend que son père avait un lien plus que tendre avec l'une de ses élèves, Carole. Avec elle,
Ça me fait penser à un autre livre que je vous ai déjà présenté. J'espère que c'est pas le même. Avec elle, il tentera de démêler les énigmes du passé. On découvre l'appartement du père à Salzbourg. Il était passionné de musique et collectionneur. Justement, tout le problème est là. Pour reconstituer la vérité, Carole et David vont parcourir le monde. Ils découvriront les rues étroites de Salzbourg, baignées de musique, les impasses coupe-gorge de Bangkok, les secrets de Miami Beach et enfin, le vrai visage du père. On a un avis ici de le Parisien Maurice Achard. Dépaysement et une folle passion de la vie, à travers l'histoire d'un homme, celle de notre siècle, de l'Est à l'Ouest. On circule dans l'intrigue de New York à Salzbourg, de la Thaïlande à Miami Beach. Ce livre ne vous lâche pas une seconde. 1993. Écoutez, à découvrir. Un deuxième poche, 99 centimes aussi, cette fois-ci aux éditions Gelou. Et c'est qui, vous allez voir. Si vous n'avez pas encore deviné, le temps que je décolle cette fameuse étiquette. Mais bien sûr, Pierre Bellemare. Pierre Bellemare et Jacques-Antoine, les dossiers extraordinaires de documents. Les crimes les plus incroyables. J'ai regardé sur mon appli, normalement je ne l'ai pas. Mais si je l'ai, je vais être vraiment fâchée avec cette appli. Bookshelf, c'est l'appli qui s'appelle comme ça et des fois elle me fait des détours celle-là. Alors ici nous avons 377 pages. Voici le second temps de dossier extraordinaire. Souvenez-vous, 13h30 sur Europe 1, la voix captivante de Pierre Bellemare nous présentait les affaires criminelles les plus incroyables du siècle. Et l'on comprendra aisément ce que de tels dossiers avaient d'extraordinaire. Il suffit de songer que dans cette myriade de meurtres gratuits ou crapuleux, passionnels ou pathologiques, commis par des énergumènes en proie à une folie soudaine ou consubstantielle, tous sont authentiques, ce qui ne manquera pas de nous faire frémir ou même de nous faire réfléchir. Pierre Bellemare et Jacques-Antoine, hommes de radio et de télévision, Pierre Bellemare et Jacques-Antoine ont créé et animé plusieurs émissions dont La tête et les jambes, le tiercé de la chanson, il y a sûrement quelque chose à faire, c'est arrivé un jour. Voilà. Et puis, 1,99€ pour celui-ci, et aux surprises, c'est également Pierre Bellemare. Cette fois avec Véronique Le Guin, ouais je crois que c'est Le Guin qu'on prononce. Curieux objets, étranges histoires. 33 objets, 33 destins extraordinaires aux éditions Flammarion. Ça va être super intéressant. On a en plus ici des photos. Le livre est en super bon état et nous sommes ici à 363 pages. Je vous lis la 4e. Oh là là, ça va être super sympa, je pense. À savoir que je vous lis les histoires de Pierre Bellemare également. Je ne suis pas Pierre Bellemare et ne prétends pas l'être. Je ne pense pas du tout être la bonne présentatrice de Pierre Bellemare, mais j'adore ce qu'il a fait, j'adore ce qu'il a écrit, ce qu'il a été, et j'ai envie de le lire. Donc, que ça plaise ou non, je le fais. Et si jamais vous avez envie de découvrir, n'hésitez pas à faire un tour dans ma playlist de Pierre Bellemare. Je lis déjà quelques histoires. Il y en a déjà plein d'autres que j'ai déjà lues, mais j'ai pas encore fait le montage. Puisque, figurez-vous, j'ai eu quand même des commentaires. Oh, elle se prend pour Pierre Bellemare, celle-ci. Elle se fait du beurre sur son dos. J'ai même plus envie de commenter. Franchement, ça sert à rien. Donc, si jamais vous avez envie de découvrir, parce que moi, j'adore Pierre Bellemare, et je le découvre, et donc je le partage, si ça vous dit, soyez les bienvenus sur cette playlist. Par exemple, on a ici quelques objets. Pourquoi cette canne luxueuse, fabriquée pour Honoré de Balzac, lui avalut-elle bien des déboires? Maintenant, je vais vous lire sur cette robe. Pour quelle raison Marguerite Sire passa-t-elle des mois à confectionner à partir de fils récupérés sur de vieux draps une robe de mariée qu'elle ne put jamais porter? Par quel miracle une caméra ayant voyagé sur la Lune a-t-elle pu réapparaître des décennies après? Waouh, ça va être superbe. Ce sont souvent des simples objets du quotidien. Un biscuit, un pendentif, un bout de tissu délavé, un journal intime, une caméra, une petite valise, etc. Leur apparence semble si anodine qu'on pourrait les prendre pour des vieilleries inutiles. Dans une brocante, ils partiraient pour quelques pièces et personne ensuite n'en aurait plus parlé. Or, chacun d'entre eux est rattaché à un destin extraordinaire qui a changé parfois l'histoire. À travers 33 récits riches, un rebondissement, Pierre Bellemare et Véronique Le Guin font revivre autant d'objets singuliers ayant miraculeusement traversé les âges. De l'étui à lunettes qui sauva Roosevelt au foulard qui tua Isadora Duncan, du violon du Titanic à la gourmette de Saint-Exupéry, de la cuisinière de Landru au carnet secret d'un bourreau, d'un bagage revenu des camps de la mort à la part d'un gâteau, de mariage prancier, ces histoires intriguent, fascinent, émeuvent. Une chose est sûre, après la lecture de cet ouvrage, vous ne verrez plus jamais les antiquités du même œil.
En fait, j'avais déjà lu un livre sur ces objets, c'est là que j'ai commencé à apprécier beaucoup Pierre Bellemare, mais c'était 25 objets, et dedans, il y avait justement la gourmette de Saint-Exupéry. Voilà, donc c'est super chouette. Sur ce, cette vidéo est terminée, je suis ravie enfin de vous l'avoir partagée, de l'avoir terminée également, parce que j'ai vraiment envie de poser mon pied quelque part, j'ai trop mal. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette longue vidéo, j'espère que vous avez apprécié tout ce que je vous ai présenté. Dites-moi quel sujet vous intéresse le plus dans cette vidéo, peut-être il y a des bouquins que vous connaissez ou que vous avez envie de découvrir. Aimez-vous Pierre Bellemare, aimez-vous Marie-Antoinette, ici, jamais des choses comme ça vous intéressent, comme je vous ai dit. Rendez-vous dans ma playlist de Pierre Bellemare où vous pouvez écouter les histoires que je raconte, que je lis bien évidemment, les histoires de Pierre Bellemare. Bien évidemment, j'ai pas mal de bouquins aussi que je vous ai présentés sur Marie-Antoinette, j'adore. Et puis bah écoutez, on verra bien si un jour j'arrive à terminer les recherches sur mes sagas de Mireille Calmel, de Diana Gabaldon, de Marie-Bernadette Dupuis. Si j'arrive à retrouver ces livres pour clôturer les sagas, ça sera génial. Et en plus, j'avais vu aussi Virginia Siandrus, mais c'était la saga des fleurs captives que j'avais déjà lu et que j'ai revendu, donc j'ai pas pris. Mais si j'en trouve d'autres aussi, livres de Virginia Siandrus, c'est assez difficile à trouver d'ailleurs. Je prendrais volontiers, mais il faut voir déjà ce que j'ai, parce que c'est vrai que j'en ai pas mal de ces sagas. Voilà. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre patience, de votre attention que vous avez pu apporter à cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!